Oui, Bah ouais, je crois qu'on peut y aller là, non? d'accord, super, Mm. parfait. Merci Alors, Claudia. merci à vous. Bonjour à tous à cette nouvelle session du webinaire Sense V3. Donc, ceci est le webinaire 5. La séance va durer 1 heure et demie et commençons par regarder l'agenda d'aujourd'hui. Alors, donc aujourd'hui, nous avons prévu de regarder, de vous présenter tous les outils MDC qui sont disponibles pour la collecte de données sur mobile Sense V3 et les interconnexions entre ces outils. Donc, quel outil va avec lequel devrait être utilisé avec lequel, et ainsi de suite. Donc, on va vous présenter brièvement cela avec leurs avantages et leurs désavantages aussi. Et ensuite, nous allons regarder plus particulièrement, donc plus en détail, trois outils différents. Donc, nous n'allons pas tous les regarder en détail, tous ceux qui sont disponibles. Nous allons regarder les nouveautés, donc ceux qui n'étaient pas disponibles pour CNCV2 ou alors ceux qu'on a commencé à utiliser entre-temps. Et aussi, au DK Collect, on va faire une petite comparaison avec Kobo Collect. Comme vous le savez peut-être, il y a d'autres applications qui sont disponibles pour la collecte de données sur le téléphone. Donc, pourquoi ODK Collect et pas une autre? Donc, nous allons nous pencher tout d'abord sur la collecte de données avec ODK Collect, qui est l'application pour la collecte de données sur les mobiles eux-mêmes. Ensuite, nous allons nous pencher sur l'enquête et la gestion des données avec Kobo Toolbox. Donc ça, c'est une nouveauté aussi de SenseV3. Donc ça, c'est pour la collecte de données en ligne, online. Et ensuite, nous allons finir cette session avec l'enquête et la gestion des données avec ODK Aggregate, que vous connaissez déjà, mais avec le Raspberry Pi, qui est en fait une nouveauté aussi. Donc vous allez voir que le Raspberry Pi est vraiment super sympa à utiliser, ça facilite beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, on va vous montrer, on va vous expliquer comment cela marche. Donc voici l'agenda pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez des... Alors pour le son, espérons-le que cette fois-ci ça ira mieux. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire. Nous essayerons de trouver des solutions. Euh, mais voilà, en espérant que le son soit en ordre aujourd'hui. Si c'est pas le cas, dites-le-nous. Et aussi, si vous avez des questions, vous n'avez pas très bien compris ce que j'ai dit, vous avez besoin de plus de clarification ou autre, n'hésitez pas à écrire. Super. N'hésitez pas à écrire dans le chat. Nous y répondrons au fur et à mesure. Ou alors nous allons prévoir aussi à la fin un petit moment de questions supplémentaires. Alors, commençons la séance d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, commençons à parler de toutes les plateformes et tous les outils qui sont disponibles pour la collecte de données sur mobile Sense V3. Euh, alors, quelles sont-elles et comment choisir en fait celle qui nous va le mieux? Donc, on vous a construit un petit arbre à questions, problem tree, avec des questions que vous pouvez vous poser pour ensuite arriver à la solution finale pour vous, pour la collecte de données SenseV3. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que je dispose d'une connexion Internet solide et stable? Et comme je vous avais dit, il y a des outils qui sont en ligne, agrégés, vous savez que c'est hors ligne. Donc vraiment, la connexion détermine déjà sur quel outil vous allez vous diriger. Donc si vous avez une connexion Internet solide et stable, si la réponse est oui, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser le serveur CoboToolbox, le HCR, qui est un serveur en ligne que nous allons aussi regarder aujourd'hui. Donc ça, c'est assez simple. Par contre, si vous n'avez pas une connexion Internet solide et stable, il faudra vous orienter vers des outils hors ligne. Donc, à partir de là, on a une autre question qui se pose. Est-ce que ODK Aggregate est-il déjà installé sur votre ordinateur, sur un ordinateur ou le vôtre, ou est-ce que vous en avez un à disposition? Si la réponse est oui, dans ce cas-là, vous pourrez utiliser, vous l'avez, il est là, il est disponible, donc vous pourrez utiliser ODK Aggregate pour la collecte de données en ligne. Si la réponse est non, alors dans le passé, nous pouvions installer assez facilement ODK Aggregate, mais depuis quelques temps, dernièrement, ça s'est un petit peu complexifié, c'est devenu vraiment assez complexe de télécharger et de mettre en place ODK Aggregate sur votre ordinateur. Donc, si la réponse est non, non, je ne l'ai pas encore, il faudrait que je l'installe. Dans ce cas-là, vous devez vous poser encore une autre question. Est-ce que je dispose des compétences informatiques nécessaires ou d'un informaticien disponible pour installer ODK Aggregate?
Si oui, dans ce cas-là, oui, ODK Aggregate. Mais sinon, dans ce cas-là, c'est là où Raspberry Pi va venir vraiment vous aider. Donc en fait, Raspberry Pi va communiquer avec ODK Aggregate, mais en fait, vous allez sauter toute cette phase-là d'installation du serveur Aggregate qui est très très pénible, et qui peut prendre beaucoup de skills informatiques et beaucoup de voilà. Donc c'est ainsi que vous pourrez décider quel outil est le plus adapté pour vous. Donc d'abord la connexion Internet, si oui, direct from votre toolbox, sinon dans ce cas-là soit Aggregate, soit Raspberry Pi. Si vous avez Aggregate installé sur votre ordinateur, dans ce cas-là, utilisez-le, il est là, il est disponible. Et si c'est pas le cas, si vous voulez pas vous embêter à l'installer et faire appel à tous vos collègues IT pour vous aider, dans ce cas-là, Raspberry Pi vous sera d'une grande utilité. Et voici donc ces trois outils-là. Maintenant, regardons les avantages et les inconvénients de chacun d'entre eux. Donc, comme tout, hein, il y a les avantages et les inconvénients. Alors, tout d'abord, le serveur en ligne Kobo Toolbox de l'UNHCR. Un des avantages, c'est qu'il est très facile à installer et assez convivial. C'est vraiment très très simple, vous allez voir. Vous allez en ligne, vous créez un compte, et à partir de là, c'est en quelques clics, vous pouvez mettre votre questionnaire et puis même collecter les données. Donc c'est vraiment très facile à installer, assez user-friendly, convivial. Un autre grand avantage, c'est qu'il n'est pas nécessaire de convertir vos questionnaires XLS Form en XML. Ça, c'est quelque chose qui est nécessaire pour agréger et Raspberry Pi. l'UNHCR Kobo Toolbox accepte les XLS Form directement. Donc ça, c'est un avantage. Et ensuite, au niveau des droits de partage en ligne, c'est assez facile aussi, assez convivial. Et il est également adapté au contexte d'enquête au niveau national où le partage à distance des enquêtes et des bases de données serait nécessaire. Donc, vous pouvez créer des sous-comptes et ainsi de suite. Vous pouvez vraiment faire ça assez facilement, le partage en ligne. Un des inconvénients, des grands inconvénients, c'est que ça a été dans le passé, mais c'est plus. Briefcase, que vous avez certainement déjà utilisé une fois ou deux sur le terrain, n'est plus compatible avec Core Toolbox. Donc, vous ne pouvez plus utiliser Briefcase pour faire des pools, des push de données qui étaient collectées à travers Core Toolbox. C'est plus compatible. Il y a eu beaucoup trop de changements et ça ne marche plus. Donc, il y a des problèmes de synchronisation potentiels. Donc, si vous utilisez Core Toolbox, Briefcase, faudra l'oublier parce que ça sera vraiment beaucoup trop compliqué. Il faudra certainement toucher les données pour une compatibilité possible. Et un autre désavantage, donc les droits de partage sont assez straightforward, ils sont vraiment assez faciles à mettre en ligne, etc. Par contre, vous ne pouvez partager votre projet ou l'enquête ou base de données ou n'importe quoi qui a affaire à votre collègue de données SNCO3 uniquement avec des utilisateurs ayant un compte sur le serveur UNHCR Kobo Toolbox. Donc ça, vous pouvez pas partager avec quelqu'un d'autre qui n'a pas de compte sur ce serveur-là. Ça, c'est un des inconvénients. Donc, si vous faites des droits de partage avec des enquêtes au niveau national, etc., il faudra que vous créiez un compte pour chacun des utilisateurs, sinon ça ne marchera pas. Et ça, c'est valable aussi. Donc, on va vous parler de Kobo Toolbox un petit peu plus tard dans cette session. Et nous allons utiliser le Kobo Toolbox de l'UNHCR, mais il y en a d'autres, hein. Il y a celui de OCHA ou d'autres organisations qui ont créé leur propre serveur. Eh bien, vous pouvez pas non plus partager d'un serveur à l'autre, même si c'est le Kobo Toolbox, les deux, comme c'est pas la même adresse, ça ne marche pas non plus. Voilà, ça c'est un des avantages de l'UNHCR Kobo Toolbox. Maintenant, regardons ODK Aggregate, que nous connaissons déjà assez bien, les avantages et les inconvénients de ODK Aggregate. Alors, un des avantages, c'est que les droits de partage sont faciles à configurer. Il n'est pas nécessaire de créer un compte pour chaque rôle. Donc, contrairement à Kobo Toolbox, où chaque personne qui va avoir un partage de quelque chose, de questionnaire, de données, ainsi de suite, eh bien là, on n'a pas besoin de créer des comptes pour chacune de ces personnes-là. On peut partager facilement sans créer des comptes. Et il fonctionne mieux en cas de problème de synchronisation avec des bases de données déjà rencontrées. Donc, comme il est compatible avec ODK Briefcase. Donc, ODK Briefcase n'est plus compatible avec Kobo Toolbox, mais il reste compatible avec Aggregate et Raspberry Pi. Donc, si vous avez déjà rencontré des problèmes de synchronisation des bases de données
dans le passé, eh bien, dans ce cas-là, il vaut mieux aller pour ODK Aggregate ou Raspberry Pi. Sinon, les Kobo Toolbox vous risquez d'avoir quelques soucis. Parmi les inconvénients de ODK Aggregate, c'est que maintenant, malheureusement, il faut des compétences informatiques assez poussées pour pouvoir installer la VM si ODK Aggregate n'est pas encore installé sur l'ordinateur. C'est vraiment, c'est très complexe, très difficile, il faut être patient, il faut avoir des compétences, donc ça a des grands inconvénients évidemment. Et un autre, c'est que c'est pas adapté au contexte d'enquête au niveau national, où le partage à distance des enquêtes et des bases de données serait nécessaire. Donc c'est pas, comme une enquête qui se fait hors ligne, eh bien tout ce qui est à distance, ça va pas être possible. Ça reste vraiment local. Donc pour ça, pour des enquêtes de niveau national, c'est plutôt Kobo Toolbox qui sera adapté. Et aussi un des inconvénients, comme on le sait déjà, la conversion des fichiers XLS form est nécessaire en XML afin qu'ils puissent être déployés sur des aggregates et ensuite les utiliser pour la collecte de données sur mobile. Ensuite, la nouveauté aussi, le Raspberry Pi. Qu'est-ce qu'il en est du Raspberry Pi? Eh bien, un des grands avantages, vous allez voir aujourd'hui, c'est vraiment très très simple, il est très facile à installer. Contrairement à ODK Aggregate qui est très difficile, eh bien celui-là, il est vraiment très facile, vous allez voir. Les droits de partage sont faciles à configurer, il n'est pas nécessaire de créer un compte pour chaque rôle, comme pour ODK Aggregate. Et comme avec ODK Aggregate, il est compatible avec ODK Briefcase, donc s'il y a des problèmes de synchronisation ou autre, avec ça va mieux fonctionner. En comparaison avec Kobo Toolbox, par exemple. Parmi les inconvénients, comme ODK Aggregate, il n'est pas adapté au contexte d'enquête de niveau national. Tout est fait offline, donc localement, alors on ne peut pas faire des partages à distance ou autre. Et comme pour ODK Aggregate, il faut convertir vos XLS form en XML afin de pouvoir les mettre sur Raspberry Pi, sur le serveur Raspberry Pi, et puis les déployer et collecter les données avec ceci. Donc vraiment, c'est comme un ODK Aggregate, il est beaucoup plus facile à installer, beaucoup plus user-friendly, beaucoup plus convivial, et vous allez voir, c'est vraiment tout simple. Alors, donc nous avons regardé tous les outils qui étaient disponibles. Donc les trois outils, Kobo Toolbox, ODK Aggregate, Raspberry Pi. Maintenant, regardons l'application qu'on utilise pour collecter les données sur les téléphones. Donc l'application qu'on utilise, vous le savez déjà, c'est ODK Collect. Donc ODK Collect, OpenBPK. Et la solution ici la plus connue dans le secteur humanitaire, c'est une solution open source pour Android, donc ça marche pas sur les iPhones, ça on sait. C'est largement utilisé, c'est la base de nombreux systèmes, c'est puissant et flexible, il y a une possibilité de stockage sécurisé sur votre propre serveur, il y a différents profils de déploiement possibles, hors ligne, avec USB, hors ligne sur réseau local, en ligne, etc. Donc cette application ODK Collect, elle va marcher avec Kobo Toolbox, ODK Aggregate, Raspberry Pi et d'autres serveurs. Maintenant, on pourrait se poser la question, pourquoi ODK Collect et pourquoi pas d'autres applications de collecte de données sur mobile? Peut-être certains d'entre vous ont déjà utilisé dans le passé ou alors connaissent Kobo Collect. Et on se pose souvent la question, par exemple, on parle de Kobo Toolbox. Pourquoi avec le serveur Kobo Toolbox, on n'utilise pas Kobo Collect et puis on utilise ODK Collect? Ça fait plus de sens au niveau du nom, c'est Kobo pour moi. Voilà. Donc pourquoi on a opté pour ODK Collect à la place de Kobo Collect? Est-ce que Kobo Collect marcherait? Toutes ces questions-là, on pourrait se les poser. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ODK Collect et Kobo Collect sont des applications très similaires. Elles ont vraiment, quand vous ouvrez, si vous installez Kobo Collect ODK Collect sur votre téléphone, vous allez voir que vous l'ouvrez, à part que le nom spécifie Kobo Collect ou ODK Collect, le menu principal est quasiment identique. Donc, elles pourraient être utilisées toutes les deux pour la collecte de données pour Sense V3, Cependant, de notre côté, on a observé alors ce sont des applications similaires, mais on a quand même remarqué des différences entre ces deux-là. Et les différences consistent dans le simple fait qu'en fait, ce ne sont pas les mêmes développeurs, ce ne sont pas les mêmes personnes derrière ces deux applications. Et ODK Collect est une application qui est mise à jour et qui est donc débuggée. S'il y a un bug quelque part, elle est débuggée beaucoup plus régulièrement que Kobo Collect. Donc les développeurs de ODK Collect sont beaucoup plus présents, ils font une mise à jour beaucoup plus souvent
Donc, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans l'application, vous avez plus de chances d'avoir votre problème réglé rapidement avec ODK Collect en comparaison avec Kobo Collect. Et aussi, comme les développeurs derrière ODK Collect sont beaucoup plus présents, ils développent aussi des fonctionnalités plus avancées sur ODK Collect. Donc, quand vous comparez, quand vous allez dans les paramètres et vous commencez à regarder qu'est-ce qui est possible de faire, et ainsi de suite, vous allez vite observer que dans ODK Collect, vous avez beaucoup plus de fonctionnalités avancées et des choses qui peuvent vraiment vous rendre service en comparaison avec Kobo Collect, qui en a peut-être quelques-unes, mais pas autant que ça. Donc, c'est pour ces deux raisons principales que nous avons opté pour ODK Collect au lieu de Kobo Collect et que nous l'utilisons pour les enquêtes Sense ou d'autres enquêtes sur mobile. ODK Collect étant une application beaucoup plus stable pour nous et beaucoup plus même avant-gardiste en termes de fonctionnalité. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, il y a une chose aussi avec laquelle il faut faire attention. Comme ces deux applications, elles sont pas développées par la même personne, cependant, elles ont les mêmes bases. Quand vous ouvrez le menu principal, vous allez voir c'est le même menu, donc elles sont quand même assez similaires ces applications. Et sur votre téléphone, ça utilise le même espace de stockage, le même folder où stocker les données, ainsi de suite. Ce qui fait que si vous avez ces deux applications, donc ODK Collect et Kobo Collect sur un même téléphone, elles peuvent interagir l'une avec l'autre. Elles peuvent se bugger l'une et l'autre. Et pendant une collecte de données, par exemple, même si votre questionnaire va parfaitement bien, tout est censé bien aller, vous l'avez testé, il n'y a aucune erreur, il n'y a pas de problème. Eh bien, si vous avez ODK Collect et Kobo Collect sur ce téléphone-là, votre questionnaire risque de rencontrer des erreurs, des problèmes techniques ou autres, parce que, par exemple, vous êtes sur ODK Collect, il y a Kobo Collect qui vient interagir et régler ODK Collect ou vice-versa. Donc, faites bien attention à ne pas avoir les deux en même temps sur un téléphone, au risque d'avoir des problèmes d'interaction l'un avec l'autre. Vous ouvrez ODK Collect, en fait, votre téléphone, vous ouvrez un Kobo Collect parce qu'il est confus. Ça peut vraiment créer des problèmes divers et variés avec des erreurs monstrueuses qui sont très, très longues, incompréhensibles, on ne comprend pas d'où ça vient, et bien là, c'est les deux qui interagissent. Donc, assurez-vous d'avoir ODK Collect sur votre téléphone, et que Kobo Collect soit bien désinstallé de votre téléphone. Pas juste effacer l'application, mais vraiment désinstaller. Donc, pour vous assurer de ça, vous pouvez aller sur votre Google Play Store, vous tapez Kobo Collect dans la barre de recherche, et s'il vous propose installer, ça veut dire qu'il n'est pas installé. S'il vous propose de désinstaller, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il est là, et là, il faut vraiment cliquer dessus pour le désinstaller. Sinon, vous allez voir. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on a précisé jusqu'à maintenant? Est-ce que le son est toujours bon? Je n'ai pas encore. Oui, on t'entend plutôt bien, Claudia. C'est bien, parfait, super. Voilà, on a trouvé la solution. Super. Alors, donc nous avons parlé de l'application ODK Collect. Pourquoi ODK Collect? Pourquoi pas une autre? Maintenant, commençons à regarder des nouveautés au niveau des serveurs Kobo Toolbox. Donc, le serveur Kobo Toolbox de l'UNHCR. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Kobo, c'est un serveur en ligne qui a été développé par le Harvard Initiative, le Humanitarian Harvard Initiative, avec le soutien de l'UNHCR. Et ça, c'est le serveur le premier qui a été créé. Cependant, celui que nous allons utiliser, c'est le serveur de l'UNHCR. C'est le Kobo Toolbox. Quand vous ouvrez la page, elle est quasiment identique, mais l'espace de stockage est à l'UNHCR. Donc, on va voir comment ça s'affiche. Et comment est-ce qu'on commence à utiliser ce serveur? Eh bien, c'est très très simple. Il faudra créer un compte utilisateur. Donc, et je vais vous montrer. Maintenant, nous allons aller sur mon navigateur, regarder. Donc, l'adresse du Kobo de l'UNHCR est bien celle-ci. Donc, https://kobo.unhcr.org. Donc, vous tapez ceci dans votre barre de recherche. Ensuite, vous allez tomber là-dessus sur cette page d'accueil avec un champ pour le nom d'utilisateur, le mot de passe et le login.
Ou alors, vous avez en dessous où ouvrir un compte. Ça, c'est si vous n'avez pas encore de compte et vous voulez ouvrir un compte. Donc, la toute première fois, vous allez aller dessus, vous cliquez sur ouvrir un compte. Et après, vous allez avoir cette autre page qui va s'ouvrir. Vous pouvez mettre votre nom, nom de l'organisation, nom d'utilisateur, email, mot de passe, deux fois le même mot de passe, comme ça vous confirmez, et ensuite créer un compte. Donc, c'est vraiment très simple, très direct. Alors, il y a juste une petite spécificité. Donc, ici, au niveau des informations à entrer, il y en a certaines qui sont obligatoires, d'autres pas. Donc, toutes celles qui sont obligatoires, ce sont celles qui ont un astérisque rouge. Les autres, vous pouvez même laisser blanc si vous ne souhaitez pas remplir, il n'y a pas de problème. Et une autre spécificité, c'est au niveau de votre nom d'utilisateur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas mettre beaucoup de caractères spéciaux ou des choses comme ça. Kobo, il va pas accepter. Il faut du langage Kobo, en fait. Il faut du langage XLS form. Donc, votre nom d'utilisateur, il doit comporter ni majuscules, ni espaces, ni caractères spéciaux. Il doit être vraiment des minuscules et des tirés de 8. Les tirés de 8 sont acceptés. Mais voilà, il ne faut pas mettre des points d'exclamation, il ne faut pas mettre d'espace, il ne faut pas mettre de majuscules, ça doit rester vraiment assez basique comme utilisateur. Pour vous donner un exemple, le mien personnel, c'est Claudia, tout en minuscule, tiré de 8, Grigoret. Et voilà. Celui que que je vais vous montrer bientôt, alors vous ne pouvez pas vous y connecter, mais c'est vraiment pour vous montrer, c'est le compte pour les formations en nutrition. Et c'est 8 FS, tiré 8, la ligne tiré 8 PHS. Donc voilà, c'est dans ce format-là qu'il faudra vraiment entrer votre nom d'utilisateur. Aussi, une dernière chose sur laquelle à laquelle il faut faire attention, c'est au niveau de votre adresse email. Donc, une fois que vous avez rempli ces informations ici, vous cliquez sur créer un compte. En fait, le système va vous envoyer un email de confirmation à votre adresse email que vous avez spécifiée ici, avec un lien sur lequel il faudra cliquer pour confirmer que vous n'êtes pas une machine, que vous êtes bien un être humain qui veut créer un compte sur CoworkBox. Donc, assurez-vous que vous avez accès à cette adresse email dans l'immédiat, dans les 5 à 10 minutes après la création du compte, afin que vous puissiez confirmer votre compte. Si vous ne recevez jamais cette adresse email-là et vous ne pouvez jamais cliquer sur ce lien-là, votre compte ne sera pas activé. Et il aurait été créé quelque part dans le système, mais pas activé. Vous ne pouvez pas y avoir accès par la suite. Vous ne pouvez pas vous loguer. Donc vraiment, faites attention à cette adresse email et aussi cherchez votre email une fois que vous l'avez créé, l'adresse, euh, cherchez bien l'email. Des fois, il est dans les spams, on peut finir dans les spams. Donc, allez bien le chercher, cliquez sur le lien pour activer votre compte. Alors, permettez-moi de vous montrer. Je vais faire une petite simulation. Alors, je vais pas créer un compte. Moi-même, j'en ai déjà un, mais juste pour vous montrer. Donc, je vais dans mon navigateur. Je tape HTTP, pardon, HTTPS, kobo.imhcr.org. Et voilà. Et donc, j'arrive ici, comme je vous avais dit, et c'est à partir d'ici que vous pourrez vous loguer aussi, ou alors ouvrir un compte. Donc, dès que vous ouvrez un compte, alors, il se peut qu'il s'ouvre en anglais. Au début, comme il ne vous connaît pas encore, il ne sait pas quelle langue vous parlez, dans quelle langue vous voulez configurer, il se peut qu'il soit en anglais. Et vous pourrez assez facilement le mettre en français par la suite. Mais voilà, donc pour la toute première fois, pour ouvrir un compte, vous cliquez dessus. Après, vous pouvez mettre votre nom d'utilisateur, votre email, et puis mot de passe, ainsi de suite. Après, si vous voulez préciser les autres informations, vous pouvez le faire, et puis vous pouvez créer un compte par la suite. Vous allez recevoir un email, il faudra cliquer sur le lien qui vous est donné dans l'email pour activer votre compte. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez de nouveau accéder à cette page et ensuite vous pourrez entrer vos informations de connexion, donc votre nom d'utilisateur et votre mot de passe que vous avez retenu, et cliquer sur Login afin de pouvoir vous loguer à votre compte Kobo. Et maintenant vous y êtes. Tout va bien jusqu'à présent? Des questions?
Ok, n'hésitez vraiment pas s'il y a des questions ou quoi que ce soit. Alors, ça c'est pour la création du compte. Donc on a vu, c'est assez direct, c'est assez rapide, ça peut prendre 5 à 10 minutes, 15 minutes maximum si l'email se perd dans les spams ou autre. Mais voilà, une fois qu'on a créé le compte, eh bien, nous pourrons utiliser ce compte-là pour toutes les collectes de données Sage ou pour tester nos formulaires, et ainsi de suite. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est gratuit, c'est pas payant. Vous pouvez créer plusieurs comptes si vous souhaitez. Alors après, je ne vous conseille pas de créer un compte pour chaque collecte de données, mais voilà, c'est gratuit, c'est possible. Vous pouvez créer même pour vous-même. Moi, j'ai un compte personnel à moi et ensuite, c'est pour toutes les formations, collecte de données nécessaires. Donc, voilà, vous pouvez accéder sans problème. Ensuite, une fois que vous êtes sur votre serveur CoverToolbox, comment peut-on créer un questionnaire? Comment peut-on ensuite le rendre visible sur le téléphone et ainsi de suite. Donc la toute première fois que vous allez vous connecter dessus, il sera vide. Et ça c'est normal, vous n'avez pas encore de questionnaire dessus. Le mien j'en ai. Vous allez voir, il y a une liste de questionnaires et c'est normal, je l'ai déjà utilisé dans le passé. Mais la toute première fois que vous allez vous connecter dessus, il faudra commencer par créer un questionnaire. Et afin de faire ceci, vous allez voir, donc là, vous atterrissez ici, sur cette page d'accueil, vous allez avoir ce gros bouton nouveau en bleu. Ici, vous allez avoir rien du tout, parce qu'il n'y a pas de questionnaire encore existant. Et pour créer un nouveau questionnaire, il faudra cliquer sur nouveau, le bouton bleu. Les boutons bleus dans CoverToolbox, ils sont en général très importants. Ils sont vraiment mis en évidence parce que vous allez très certainement cliquer souvent dessus et vous en avez une grande utilité de les utiliser. Donc, il faudra cliquer sur Nouveau. Et ensuite, vous allez avoir cette fenêtre qui va s'ouvrir, créer le projet, Choose a Source. Et vous allez avoir plusieurs options. Alors, comme pour les Sense Forms, nous avons déjà les formulaires en XLS Forms qui sont disponibles, que vous allez certainement adapter à votre contexte. Nous n'allons pas créer le questionnaire depuis le début. Nous allons uploader un XLS Form. Donc, il faudra cliquer ensuite sur Uploader un XLS Form. Ensuite, il y a ensuite une fenêtre où vous allez pouvoir chercher votre XLS Form sur votre ordinateur va s'ouvrir. Il faudra sélectionner votre XLS Form, un à la fois. Vous ne pouvez pas mettre, par exemple, si vous avez démographie mortalité, sécurité alimentaire, et ensuite enfants et le formulaire femme, vous ne pouvez pas les mettre tous en même temps. C'est vraiment l'un après l'autre. C'est un questionnaire par projet. Donc, il faudra sélectionner, par exemple, pour commencer démographie et mortalité. Et puis ensuite, l'uploader ici sur votre plateforme. Ensuite, on va vous ouvrir cette fenêtre, on va vous dire créer le projet. Il y a déjà un titre qui vous sera proposé, car c'est ce qui a été paramétré dans le XLS Form. Vous pouvez ajouter une description ou d'autres informations si nécessaire. Et ensuite, cliquez sur créer un projet. Et là, vous avez créé votre projet. Je vais vous montrer dans CoverToolbox comment cela se passe. Ensuite, une fois que vous avez cliqué sur créer un projet, vous allez atterrir là-dessus. Il va vous emmener ici, Global V3 Science Influential Questionnaire, c'est celui qu'on vient de mettre. Et vous allez avoir cette fenêtre avec le bouton nouveau. Et là, on nous dit, bon, alors c'est un brouillon, version 1, les langues sont celles-ci. Et là, je vois plusieurs options et déployer. Alors, ce qu'il faut savoir, une chose très importante aussi, là, vous voyez, on a un autre bouton bleu qui apparaît, et ça, c'est vraiment très important, il faut le savoir. Si votre questionnaire est encore en mode brouillon, il n'est pas encore déployé, il n'est pas encore visible sur le téléphone. Donc là, à ce stade-là, si vous laissez votre questionnaire ainsi, vous ne pourrez pas vous connecter avec votre téléphone au serveur de CoverToolbox et venir le chercher. Il ne sera pas visible car c'est encore un brouillon, il est caché sur votre téléphone. Donc il faudra le déployer. Il faudra déployer votre formulaire pour qu'il puisse être visible par tous les smartphones et votre appareil et qu'il puisse télécharger, collecter les données avec cela et ensuite les renvoyer vers le serveur. Voilà. Donc, il faudra cliquer sur déployer. Et ensuite, votre brouillon va se transformer en version déployée, version 1, avec le même nom, ainsi de suite, ainsi de suite. Autre chose intéressante, c'est que vous pouvez, avant de déployer, ou même après, comme vous le souhaitez,
Vous pouvez également visualiser votre questionnaire en ligne. Donc, en cliquant ici sur le petit œil qui est en mode aperçu, il va vous ouvrir un lien, ce qu'on appelle Enketo. C'est le lien, tout simplement, qui est fourni par Enketo. Donc, c'est un lien en plus qui va s'ouvrir, qui va vous montrer le questionnaire. Alors, évidemment, il ne sera pas en format comme sur vos téléphones, avec une question par écran, et ainsi de suite. Et tout sera dans une liste, comme dans un questionnaire papier, là. Et vous pourrez même vous amuser à le remplir pour voir comment votre questionnaire réagit en fonction des contraintes, et ainsi de suite. Et voici. Alors, je peux faire une petite démonstration avec vous. Donc là, j'ai déjà des questionnaires qui sont disponibles, mais je vais créer un nouveau. Je vais suivre les étapes. Donc, imaginons qu'ici, c'est vide. Donc, pour moi, c'est normal, j'ai pas de questionnaire. Et je vais cliquer sur Nouveau. Et ensuite, j'ai un XLS form qui est prêt, qui est adapté. Donc, je vais cliquer sur Upload un XLS form. Je vais aller chercher mon XLS form. Alors, je vais prendre, par exemple, celui-ci. Je vais faire enfant. Il va le uploader. Selon votre connexion, ça peut prendre quelques secondes, etc. C'est pas un problème. Ensuite, une fois qu'il l'a uploadé entièrement, il va proposer le titre du questionnaire qui est dans le jungle dans le Salesforce. Après, je peux ajouter une description, je peux dire, pour des fins de formation, par exemple. Je peux mettre mon secteur, c'est nutrition, par exemple, pays, chercher la Suisse, voilà. Alors ça, on n'est pas obligé de cocher, on peut le faire si vous voulez. Et je vais cliquer sur créer le projet. Et ensuite, il va m'amener donc sur ma page de mon projet, Global B3 Sense Potential Questionnaire. Donc on me dit c'est un brouillon. Attention, il n'est pas encore visible sur le téléphone celui-là. Et puis là, on m'a dit en anglais, si vous voulez prendre ces changements publics, il faut déployer ce formulaire. Donc le combo que j'utilise actuellement, il est en français. Cependant, certains messages sont encore en anglais. Alors, si jamais vous voulez changer la langue, je vais vous montrer vite fait comment le faire. Donc, il faudra aller sur votre page de login, et cliquer sur le M ici qui est arrivé dessus. Et là, vous avez la langue. Donc, dès que vous cliquez sur la langue, vous avez plusieurs possibilités. Et puis là, je peux par exemple le mettre en anglais, ou alors de nouveau le mettre en français. Cependant, certains messages d'erreur s'affichent quand même en anglais. Donc, c'est encore un bouillon qui n'est pas visible. Donc, il faudra le déployer pour que je puisse rendre visible sur le téléphone. Donc, je vais le faire. On va me dire ici en cours de déploiement. Donc ici, très souvent, comme Autobox, ça va mettre des messages, va communiquer avec vous ici. Je suis en train de faire cela, ou alors j'ai fini de faire cela. J'ai pas réussi à faire cela. C'est ici qu'il va vraiment vous dire ce qu'il est en train de faire ou pas. Donc là, il vous a dit c'est bon, la fiche est déployée. Et là, vous voyez version actuelle, V1. Et là, j'ai la possibilité de redéployer. Je peux faire ceci plusieurs fois si j'ai besoin. Je peux de nouveau mettre un petit message, de redéployer, ainsi de suite. Et je peux aussi, comme je vous ai montré avant, voir mon questionnaire dans l'aperçu. Donc, je peux cliquer dessus, tout simplement. J'ai une fenêtre Enketo qui s'ouvre et qui me montre que je peux aussi changer dans la langue que je souhaite. Donc, je s'ouvre d'abord en anglais, c'est la langue par défaut, mais je peux le mettre en français. Et là, je peux voir comment il ça, mais c'est pas ce que je veux. Et ainsi de suite. Je peux vraiment voir comment il interagit. Donc là, je peux dire non, il n'a pas été donné, ou alors oui. Et là, j'ai toutes les questions qui s'ouvrent pour l'enquête enfant. Et je peux rentrer sans problème. Après, je peux cliquer sur valider. Et il me dit, ah bon, il y a des erreurs, j'ai pas tout rempli les champs. Il y a des champs du montant que j'ai pas rempli. Donc, je pourrais pas l'envoyer comme ça, par exemple. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous avez des questions? Vous m'entendez? Non, c'est bon. C'est tout Merci. bon. Oui. Le son est toujours bon, n'est-ce pas? Oui, non, non question. Ok, Merci. super, super.
Donc voilà, mon questionnaire est maintenant déployé, il est visible sur le téléphone, donc là je peux aller avec mon smartphone, le chercher, me connecter et le télécharger et collecter les données. Ensuite, que faudrait-il regarder de plus? Alors, il se peut qu'il y ait des erreurs dans votre Salesforce. Quand vous avez adapté votre questionnaire, vous avez par exemple enlevé une parenthèse quelque part et le système ne comprend plus très bien ce que vous voulez dire dans cette contrainte-là particulièrement. Donc il y a une erreur que Kobo ne comprendra pas. Et Aggregate non plus d'ailleurs, Raspberry Pi non plus. Il ne pourra pas déployer le formulaire et le renvoyer sur les téléphones. Donc si vous voulez vérifier si vous avez des erreurs ou pas, il y a deux manières qui s'offre à vous avec lorsque vous utilisez Box. Alors soit vous pouvez aller directement sur le XLS Form Online Validator qui est disponible à cette adresse-là, donc getodk.1.xlsform. En fait, celui-ci est aussi utilisé pour transformer votre XLS Form en XML. Et euh, comme le système a besoin de comprendre ce que vous avez mis en XLS Form pour le transformer en XML, s'il y a des erreurs quelconques, il va vous le dire tout de suite. Il va vous dire, j'ai pas pu le mettre en XML, et voici les erreurs. L'avantage de ce XLS Form Online Validator, c'est qu'en fait, il va vous lister toutes les erreurs qu'il a trouvées. Donc, si vous en avez 3 ou 4, il va vous les mettre 3 ou 4, il va vous dire précisément où elles sont vos erreurs dans votre XLS Form. Ce qui peut être un grand avantage, parce que vous allez y aller une fois dans votre XLS Form, vous corrigez ces erreurs, et ensuite c'est bon, il est réglé. Alors, on va l'utiliser pour ODK Aggregate. Je vais vous montrer cette adresse, mais un petit peu plus tard. Vous allez voir. Ensuite, la deuxième possibilité, pour que vous vérifiez si vous avez des erreurs dans votre XLS Form, c'est directement sur Kobo Toolbox. Et ceci va se passer au niveau du déploiement. Donc, en fait, vous pourrez mettre tous les XLS Forms que vous souhaitez sur Kobo Toolbox, mais lorsque vous allez tenter de déployer le formulaire, si Kobo Toolbox ne comprend pas quelque chose, c'est une erreur quelque part, il va vous dire, je n'arrive pas à déployer, je ne peux pas rendre la visite parce que pour moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, une erreur ici. Et aussi, il va vous préciser, il va vous dire, il y a un problème là et là et là, comme ici, alors c'est en anglais aussi, il vous dit, je n'ai pas pu déployer, votre fiche ne peut pas être affichée car elle contient des erreurs. Ensuite, il essaye de vous expliquer dans son langage où est le problème. Et le problème ici, j'ai fait exprès d'enlever une parenthèse pour que le système ne comprenne plus ma contrainte. Donc, j'ai une contrainte quelque part, j'ai enlevé une parenthèse et il ne comprend plus la contrainte. Et il essaie de vous expliquer. Donc, c'est à peu près la même chose que l'XLS Form Online Validator, mais le désavantage de ça, c'est qu'en fait, il va vous dire une à une les erreurs qu'il trouve. Il ne va pas vous faire une liste ici de toutes les erreurs qu'il a trouvées, il va vous montrer la première qu'il a trouvée. Donc, le XLS Form, on le lit depuis le haut vers le bas, et il va vous dire vraiment la toute première qu'il a trouvée. Ensuite, vous allez, donc vous penchez dessus, vous la corrigez, ensuite vous allez remettre l'XLS Form. Si jamais il y a une autre erreur ailleurs, il va vous la dire la deuxième fois, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreur. Donc, le désavantage avec Kobo Toolbox, c'est qu'il vous en lit une à la fois, la première qu'il a trouvée, et il va vous dire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'erreur. Alors, je vais vous montrer sur mon Kobo Toolbox. Alors, je vais uploader un nouveau formulaire où j'ai fait exprès d'enlever justement une parenthèse pour voir comment Kobo Toolbox va réagir. Donc là, le formulaire a été OK parce qu'il a pu le déployer, il n'y avait pas d'erreur. Ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer le formulaire existant par celui avec l'erreur. Donc, je vais cliquer ici, Replace Form. Là, je vais cliquer sur Upload an XLS Form. Et là, je vais chercher le formulaire avec l'erreur. Celui où j'ai enlevé la parenthèse. Je vais l'uploader. Là, en principe, il va rien me dire. Il va accepter tout ce que je souhaite télécharger. Si je garde comme ça, il va jamais rien me dire. Le formulaire est là, il est avec une erreur, mais je ne sais pas. En plus, il n'est pas encore visible sur le téléphone. Donc, actuellement, la version 2
que je viens de uploader sur mon Kobo Toolbox n'est pas encore déployé, donc c'est pas encore visible sur le téléphone, lorsqu'il se connecte à mon serveur, il voit l'ancien formulaire, pas le nouveau. Et pour que je le rende visible, il va falloir que je le redéploie. Et je vais appuyer sur redéployer. On va juste me dire, remplacer un déploiement distant. On va me mettre en garde, en fait, que l'ancien questionnaire sera écrasé par le nouveau. Donc, si je souhaite le récupérer d'une manière ou d'une autre et je ne l'ai pas sauvegardé quelque part, je ne pourrai plus. C'est ce qu'on est en train de me dire. Alors, je vais vérifier, c'est tout bon, je vais copier quelque part de ce questionnaire. Il va tenter de déployer et il n'arrive pas. Il me dit, je n'arrive pas, il y a une erreur, et là, il essaie de m'expliquer, il y a une erreur de question quelque part, voilà, et puis c'est là où vraiment il essaie de m'expliquer, il me dit, il y a ça, je sais pas, il y a un problème de parenthèse ou quelque chose, je comprends pas. Et dans ce cas-là, et en plus, on me dit, c'est dans cette, euh, nom de variable, c'est à cette variable que j'ai. Donc, ce que je peux faire, je vais copier. Je vais dans mon formulaire avec le vote, je vais voir qu'est-ce qu'il n'y a pas. Et je vais chercher, qu'est-ce qu'il est en train de me dire. Alors, je peux juste mettre le nom lui-même. Voilà, il me dit c'est ici. Alors, je regarde, et je vois effectivement de quoi il me parle, et puis là, en fait, j'avais fait exprès d'enlever une parenthèse. Donc, à me dire, c'est ça qui me dérange. C'est cette parenthèse-là qui est manquante, qui ne comprend pas. Donc, pour corriger mon formulaire, il fallait tout simplement que je le mette que je la mette. Voilà. Et ensuite, de nouveau, il faudra aller sur votre Kobo Toolbox, remettre le nouveau formulaire qui a été corrigé, et ensuite retenter de déployer, et là, s'il n'y a pas d'autre erreur, ce sera OK. Et voici. Est-ce que vous avez des questions? Quelque chose qui n'a pas été très clair pour l'instant? Ça semble pas, Claudia. D'accord. OK. Ensuite, nous avons mentionné que nous pouvions partager assez facilement nos projets, nos questionnaires, nos données sur Kobo Toolbox avec d'autres utilisateurs. Ça, c'est vraiment important. Il faut que ce soit avec d'autres utilisateurs de Kobo Toolbox sur le marché. Alors, comment est-ce qu'on fait ceci? C'est assez simple. C'est lorsque vous êtes sur votre questionnaire même. Donc, nous avons regardé ce bouton ici. Ça, c'est le preview. C'est pour visualiser le formulaire. Celui-ci, c'était pour mettre un nouveau XLS form. Et là, nous avions trois petits points à côté où nous avons d'autres options encore. Et si nous cliquons dessus, nous allons avoir l'option partager mon projet et nous allons avoir cette fenêtre qui s'ouvre. Donc ça, on me dit, c'est le propriétaire, c'est ce login-là. Il faudra mettre un autre login, un autre username qui est existant sur cette plateforme-là. Ça, c'est vraiment important. Si vous mettez un login qui est existant sur une autre plateforme, celle de Ocha, par exemple, il ne va pas vous le trouver ici. Il ne saura pas de qui vous parlez. Et ensuite, vous pouvez choisir les différents droits de partage que vous souhaitez. Donc, c'est soit pour juste visualiser le formulaire, pour modifier le formulaire, pour voir les données, même pour ajouter des données, pour les effacer ou les modifier, et ainsi de suite. Ou alors vous donnez plein pouvoir et là, la personne peut faire absolument ce que vous voulez. Donc là, vous pouvez même gérer le niveau d'autorisation que vous donnez à ces usernames-là. Et une fois que vous avez mis les usernames, vous avez mis les droits de partage que vous souhaitez, en sachant que si vous mettez celui du bas, qui est quand même un droit de partage très puissant, dans ce cas-là, toutes les autres vont être cochées aussi. Ça va vraiment depuis le plus petit vers le plus grand. Donc, si vous cochez sur celui-ci, les autres ne seront pas cochés. Si vous mettez celui-là, ils seront tous cochés, parce que ça ne fait pas de sens de donner accès aux données et de pouvoir les passer et modifier sans même voir le formulaire. Et donc, une fois que vous aurez sélectionné ici, vous pouvez cliquer sur Grant Permissions et la personne va instantanément avoir accès depuis son compte à votre questionnaire et vos données, toutes ces choses auxquelles vous lui donnez accès. Donc, concrètement, comment ça se passe sur Kobo Toolbox?
Alors, on va y retourner. Donc, c'est ici les 3 petits points, plus actions. Alors là, vous avez plusieurs choses, télécharger XMS, XML, cloner le projet, créer un template, ainsi de suite, ainsi de suite. Et nous, ce qui nous intéresse là, vraiment, c'est de partager ce projet. Donc, on va cliquer dessus. Et ensuite, donc, je gère les autorisations. Ceci, c'est moi. Et là, j'aimerais bien ajouter quelqu'un. Alors, je vais ajouter, voilà, on va ajouter 82, par exemple, un autre user. Et dès qu'il va le reconnaître, en principe, il va m'ouvrir cette possibilité. Donc, dès que j'ai mis un username qui reconnaît, et puis j'ai déjà choisi un niveau de permission, il va me donner la possibilité de lui donner accès. Donc, le bouton, il sera bleu. Évidemment, si je mets Validate Submission, il me coche déjà d'autres droits par défaut, parce que ça fait pas de sens d'avoir la validation de soumission sans même voir la soumission ou voir le formulaire. Et puis, ensuite, je peux ajouter comme je le souhaite. Et, ensuite, je peux cliquer sur Grant Permission. Et une fois que je fais ça, dans ce cas-là, je peux voir qu'RPG a eu accès au formulaire avec un droit de voir le formulaire, tout simplement. Et après, je peux soit modifier, ou alors tout simplement enlever l'accès, facilement comme ceci. Une autre option que vous avez ici, si vous ne voulez pas vous embêter à mettre le username, vous voulez envoyer un lien vers votre formulaire, vous pouvez cliquer sur Anyone can do this form, et vous avez un lien que vous pouvez envoyer à la personne qui vous intéresse, qu'elle regarde votre formulaire, et puis avec cette option-là cochée, elle pourra y avoir accès sans devoir se loguer ou avoir un compte ou quoi que ce soit. Voilà, encore un autre niveau supplémentaire. Est-ce que tout est clair? Encore une fois, n'hésitez pas. Ensuite, maintenant. Non, non, c'était juste pour te dire que ça a l'air clair, ouais. Ok, parfait. Ensuite, comment cela va-t-il se passer, la communication entre Kobo Toolbox et ODK Collect? À quoi dois-je me connecter, etc., etc. Eh bien, c'est pas très différent de Aggregate, c'est l'URL et puis les logins qui vont changer légèrement, et la communication est identique. Il y a une chose auquel il faut faire attention, vraiment c'est important. Aggregate, c'est offline, sans connexion Internet. Donc sur vos téléphones, ils doivent être connectés à votre Aggregate local. Maintenant, comme Kobo Toolbox est un serveur en ligne, c'est important au moment où vous communiquez, soit pour télécharger les questionnaires ou alors pour renvoyer les données, c'est important d'avoir Internet, parce que sinon vous n'allez pas avoir accès à Kobo Toolbox. Donc, une fois que vous avez accès à Internet, pareil, vous pouvez aller dans modifier les paramètres. Donc là, vous êtes dans ODK Collect, modifier les paramètres, serveur, et ensuite il faudra rentrer les informations nécessaires pour vous connecter au serveur. Alors, ce sera un autre URL, bien sûr. C'est pas toujours le même URL. Ça dépend du compte que vous utilisez. Ce qu'il faut savoir, c'est que la structure de l'URL pour le compte Kobo Toolbox de l'UNHCR sera toujours la suivante: https://kobocat.unhcr.org/ ensuite votre nom d'utilisateur. Donc cette base-là, elle sera toujours identique. Exactement. J'ai un commentaire, il faut faire des exercices pour bien s'approprier cet outil, oui, effectivement. Et comme c'est un outil que vous pouvez accéder gratuitement, ainsi de suite, n'hésitez pas vraiment à vous créer un compte et vous entraîner dessus, ensuite avec le smartphone, connecter, ainsi de suite. Donc, pour revenir à l'URL, ce sera toujours la même base, qui est cette base-là ici, puis ensuite ce sera votre nom d'utilisateur que vous utilisez. Donc, c'est dans ce sens-là que je dis que ce sera toujours différent en fonction de celui que vous utilisez. Dans mon cas, quand j'utilise le login fs/phs, eh bien, mon URL est ainsi. Là, vous remarquez aussi que j'ai pas de nom d'utilisateur, j'ai pas de mot de passe, j'ai rien entré, et je vais vous expliquer tout de suite
Comment j'ai fait pour avoir cette option? Alors, au niveau de cette option-là, donc il se peut que je ne vais pas mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe, que mes énumérateurs n'ont pas besoin d'entrer ces informations-là dans le téléphone, car s'ils connaissent CoboToolbox, avec ce nom d'utilisateur et ce mot de passe, ils peuvent se connecter au compte directement et avoir accès à mon questionnaire, mes données, et tout ce qui se trouve sur le compte. Donc, j'ai peut-être envie de cacher cela et qu'ils aient besoin de mettre que l'URL et non pas les autres informations. Afin de faire ceci, il faut paramétrer en fait les données d'identification, l'authentification sur le serveur lui-même, sur CoboToolbox lui-même. Et en fait, ce sera assez simple. Il faudra aller sur le petit symbole là-haut, comme je vous l'ai montré, pour là où vous avez accès à vos données, et ainsi de suite, vos paramètres de compte, et ainsi de suite. Et cliquez sur paramètres, paramètres du compte. Et ensuite, vous allez avoir cette option-là, exiger l'authentification pour voir le formulaire et soumettre les données. Et afin que vos énumérateurs n'aient pas besoin de mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe pour pouvoir se loguer à votre compte et avoir accès au questionnaire directement, il faudra faire en sorte à ce que ça, ce ne soit pas coché. Si c'est coché, en fait, votre téléphone va vous demander l'URL, le nom d'utilisateur et le mot de passe. Si vous n'avez pas ces deux informations-là, il ne voudra pas se loguer à votre compte. Il va vous les demander obligatoirement. Donc, il faut vous assurer que cette case-là n'est pas cochée. Et dans ce cas-là, vous pouvez avoir que l'URL. J'espère que c'est clair. Je vais vous montrer. Et n'hésitez pas, si c'est toujours pas clair comment ça fonctionne, n'hésitez pas à me dire, on peut regarder ensemble le niveau. Donc, là, je suis sur mon compte, sur le même qu'avant. Je vais cliquer sur mon symbole. Donc, avant, je suis allée sur la langue. Là, je peux me déconnecter de celui-ci. Et là, j'allais dans les paramètres du compte. Donc, ça, c'est vraiment les paramètres de mon login CoboToolbox directement. Et là, je pourrais toucher plusieurs choses. Même, je peux changer l'adresse email, je peux changer le mot de passe, c'est plusieurs choses que je peux changer. Et moi, en fait, je veux m'assurer que l'URL soit suffisant pour pouvoir me connecter. Donc, en fait, je vais m'assurer que cette case-là n'est pas cochée. Ça, c'est URL, username et mot de passe. Et ça, c'est juste l'URL nécessaire. Et une fois que j'ai fait cette modification-là, je vais avoir mon gros bouton bleu sauvegarder les modifications avec un astérisque à côté. Et en fait, l'astérisque me dit qu'il a détecté qu'il y a une modification quelque part. Donc là, je vais tout simplement cliquer sur sauvegarder la modification. Il me dit profil mise à jour. Donc maintenant, je suis sûre que c'est bon. Mon compte, mon compte ne va pas souhaiter avoir le nom utilisateur et le mot de passe pour pouvoir permettre au data de se connecter. Ok. Ensuite, une dernière chose que je voulais vous montrer sur CoboToolbox, c'est au niveau des données. Comment ça se passe? Donc, une fois que, donc là, on a vu comment créer notre compte, comment mettre un questionnaire, comment le déployer, comment avoir accès, comment gérer l'accès, et ainsi de suite. Maintenant, que va-t-il se passer quand je vais commencer à recevoir des données? Comment puis-je les voir? Où ai-je accès? Et comment puis-je les télécharger? Alors, afin d'accéder et télécharger les données, il faut cliquer tout simplement sur, donc ici, vous allez voir, pour l'instant, vous avez vu que l'onglet sommaire, fiches et paramètres. Une fois que vous allez recevoir la première donnée, donc avec CoboToolbox, vous envoyez la donnée depuis le téléphone, tant que vous avez une connexion Internet, elle va instantanément venir sur CoboToolbox et vous allez avoir cet onglet données qui va s'afficher, qui va créé. Et c'est à travers cet onglet données que vous allez pouvoir visualiser les données et aussi télécharger votre base de données pour, par exemple, le Sense Mapper. L'outil d'analyse que nous allons voir lors de la prochaine session, le Mapper, c'est à partir de là que vous allez pouvoir télécharger les bases de données avec le format sensitif. Donc, afin de télécharger votre base de données, il faudra cliquer sur les données de votre projet, téléchargement. Ensuite, il faudra choisir le bon format d'export de données et le bon format d'export de données pour le Sense Mapper et CSV, donc soit en CSV, par exemple en Excel ou autre, et avec le format valeur ayant tête XML. Donc, ceci est le format
compatible avec le SenseMatter. Si vous choisissez un autre format et que vous souhaitez ensuite visualiser vos données dans Mapper, ça ne va pas marcher. Ce ne sera pas le format approprié pour le Mapper. Nous avons aussi créé un tutoriel, le tutoriel 2 expliquant les données pour analyse, qui est disponible sur le, qui est disponible aussi sur le site Sense, que je vous montre ici, que voici, où on vous explique comment télécharger des données et toute autre chose que vous pouvez, que vous aurez besoin de faire pour les données, pour l'analyse, de collecte de données Sense V3. Pour Kobo Toolbox et aussi Aggregate, pour tous les outils que vous aurez utilisés. C'est pas que pour Kobo Toolbox. Donc, n'hésitez pas vraiment à le, pardon, j'arrive pas à fermer, c'est pas grave. N'hésitez pas vraiment à le consulter au besoin. Mais voici. Donc, c'était ça. Téléchargement. Ah oui. Je vais vous montrer aussi dessus. Donc, là-dessus, j'ai pas encore l'onglet données. J'ai sommaire fiche paramètres. Je viens de déployer le formulaire. J'ai pas encore collecté les données. J'ai pas d'onglet données. Mais, j'ai un projet ici qui a les données. Donc, je vais aller dans données, téléchargement. Et ensuite, je vais choisir CSV. Donc, vous pouvez voir, il y a plusieurs formats. Donc, il faudra même choisir CSV. Et ensuite, valeur orientée textuelle. Et cliquer sur exporter. Tout simplement. Après, vous pouvez inclure les groupes dans les entêtes. C'est vraiment les titres de colonnes qui changent un petit peu, mais c'est pas nécessaire de cocher. Et une fois que vous avez cliqué sur exporter, votre base de données va être générée ici. Donc ça, c'est celle que je viens de générer. Et là, vous pouvez tout simplement la télécharger. Et voilà. Ça va, Hugo? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es là hyper tôt? Valérie, je crois que vous êtes pas noté. Ouais, merci. Alors, donc voilà. Donc c'est ainsi qu'on a accès aux données de Kobo Toolbox. Est-ce que tout va bien? Donc vous avez plusieurs documentations qui peuvent vous aider pour l'export des données, pour Kobo, sur le site Sense. Mais si vous avez des questions ou des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas. Puis n'oubliez pas aussi que cette session va être enregistrée, elle est enregistrée, et aussi les présentations qui vous sont montrées vous seront partagées. Ok, très bien. Alors, passons au nouvel outil et le dernier que nous allons regarder aujourd'hui, le Raspberry Pi. Donc, qu'est-ce que c'est que ce Raspberry Pi? Alors, c'est pas une carte Raspberry, mais c'est un outil, un petit outil de pas très très grand, qui est vraiment très très pratique, vous allez voir, qui est lié à ODK Aggregate. Donc, dans ce cas de figure-là, c'est toujours ODK Aggregate qui est la plateforme utilisée pour gérer les données à travers le Raspberry Pi. Et le serveur, en fait, ce qui se passe, donc comme ODK Aggregate est maintenant assez difficile à installer sans des compétences poussées en informatique, le serveur Raspberry Pi a été configuré de manière à inclure toutes les configurations nécessaires et peut-être brancher à l'ordinateur via USB. Donc vraiment, tout a été configuré dessus pour que les choses soient facilitées un maximum. Et il y a beaucoup d'étapes de l'installation, des choses comme ça qui sont sautées et vous pouvez directement vous connecter sans problème. On a créé aussi un tutoriel sur l'utilisation de Raspberry Pi. Et n'hésitez pas vraiment à le consulter. Donc, il y a certaines informations qui vous sont déjà montrées dans cette présentation. Il y en a encore d'autres aussi, comment se connecter par exemple au téléphone, et ainsi de suite. Donc, n'hésitez pas vraiment à consulter ce tutoriel. Il peut vous être vraiment utile. Alors, au niveau de la communication, c'est pareil. Donc là, on est dans du offline. Tout est local. Hein. On a notre Raspberry Pi, notre téléphone, tout est physiquement présent avec nous. Et puis là, on va créer un réseau local, à travers lequel on va télécharger des formulaires vierges et puis envoyer des enquêtes comme pour les calculs. Alors, pour mettre tout cela dans un petit schéma,
La chose vraiment importante dans notre cas de figure avec le Raspberry Pi, c'est qu'il faut que le téléphone et les PC, ils soient tous connectés au même Wi-Fi pour pouvoir accéder au serveur. Et en fait, là, donc j'ai mon ordinateur d'un côté, j'ai mon Raspberry Pi, j'ai mon routeur, et tout cela va communiquer, et j'ai mon téléphone aussi, hein, on en a plusieurs. Et tout cela va se connecter avec le même Wi-Fi, la même connexion qui est émise par le Raspberry Pi à travers le routeur, et on va rentrer les mêmes IP, les mêmes adresses IP partout. Alors, ceci est la même chose, en fait, juste exprimé différemment. Donc, pour vous montrer un peu plus comment ça se passe vraiment physiquement, donc on a 4 outils différents qu'on utilise. On a le Raspberry Pi d'un côté et le mini routeur qui sont connectés l'un à l'autre par un câble Ethernet. Et tous les deux sont connectés à une source de courant, donc une prise, à travers un chargeur USB. Et ceci, donc à travers le mini routeur, le Raspberry Pi sera enclenché, il va émettre la connexion Wi-Fi à travers le mini routeur. Et ensuite, nous allons avoir notre ordinateur qui sera en fait, c'est à travers celui-ci que nous allons pouvoir accéder au serveur directement. Et ensuite le téléphone ou à travers le ODK Connect, nous allons pouvoir collecter les données. Et nous allons avoir cette connexion Wi-Fi qui va se connecter aux deux et ensuite pouvoir transférer les questionnaires et les données d'un côté à l'autre. Alors, physiquement parlant, comment ça se passe? Donc là, j'ai une photo du setup. Donc ça, c'est le Raspberry Pi. C'est une toute petite boîte noire. Et ça, c'est le serveur lui-même. Donc il faudra l'allumer. Vous voyez, il y a un câble, une source de courant. Ensuite, à travers un câble Ethernet, il est connecté au routeur qui lui-même aussi est connecté à une source de courant. Donc il faudra d'abord enclencher ceci. Tous les deux, les brancher, puis les connecter l'un à l'autre. Et le routeur va ensuite émettre un Wi-Fi. Ensuite, je vais sur mon PC et là, je vais aller sur la connexion Wi-Fi de mon PC et je vais me connecter au routeur en fait, qui est ici dans ce cas-là TP-Link 4B52. La connexion elle sera marquée dessus sur le routeur lui-même. On va vous dire celui-ci c'est le TP-Link 4B52. Donc je vais me connecter à celui-ci sur mon PC. Et là, je fais la connexion entre le Raspberry Pi, le routeur et le PC. Maintenant, sur le PC lui-même, maintenant que je suis connectée au Raspberry Pi qui est enclenché, je vais aller sur mon navigateur et je vais taper cette adresse-là, http ://192.168.0.100. Ce sera toujours la même adresse IP. Et en fait, ça, c'est l'adresse IP de mon Raspberry Pi. Et à travers mon navigateur sur mon PC, qui est connecté au routeur, qui est connecté à mon Raspberry Pi, je vais avoir accès à ODK. Est-ce que tout va bien? Ok. Alors, je vais vous montrer cela, vous inquiétez pas. Ce qu'il faudra savoir, c'est que comme je suis en ligne, donc je peux pas connecter mon ordinateur actuellement à mon routeur et Raspberry Pi, j'ai dû mettre une autre configuration, euh, car sinon je me déconnecterai du webinaire et vous m'entendrez plus. Malheureusement, je vais avoir un autre IP. En fait. La seule différence entre ce que je vous montre ici et ce que je vais vous montrer plus tard à l'écran, c'est que je vais avoir une autre adresse IP. Et ça, c'est vraiment parce que nous sommes actuellement en ligne et je ne peux pas me permettre de me déconnecter, donc j'ai dû trouver un autre moyen de me connecter au serveur. Mais vous n'aurez pas besoin de faire cela. Alors, une fois que vous êtes sur le serveur, eh bien, comme d'habitude, donc vous connectez dessus, il faudra aller dans Form Management, Form List, et ensuite à travers ceci, vous allez pouvoir uploader votre formulaire Send que vous voulez mettre sur votre ODK Aggregate en format XML. Donc là, cette fois-ci, XLS Form ne marchera pas. Il faudra d'abord le transformer en format XML et puis directement uploader le format XML sur Aggregate, comme avant. Alors, permettez-moi de vous montrer ceci. Donc, je vais aller dans le navigateur. Je vais fermer ça. Je me déconnecte.
Alors, comme je vous disais, mon adresse va être légèrement différente et je suis navrée, c'est vraiment parce que je dois rester en ligne. Je ne peux pas utiliser l'adresse que je vous ai montrée. Donc, tout simplement, HTTP. Donc, j'ai mon Raspberry Pi qui est actuellement enclenché. Donc, il est connecté à une source d'électricité. Et il est aussi connecté à mon ordinateur. Et là, je vais taper l'adresse de son IP. Donc là, j'en ai une autre. Hein. N'oubliez pas, c'est pas celle-ci que vous aurez besoin d'entrer. Et voici. Et voilà. On me dirige directement vers mon aggregate. C'était très facile. Il suffit de brancher mon Raspberry Pi, mon routeur, et me voilà, déjà. Donc je suis j'ai accès en même temps à mes emails, parce que je suis en ligne toujours. Mais voilà, je peux visualiser mon aggregate. Et là, c'est comme avant. Je peux aller dans Form Management, par exemple, en liste, et ensuite je peux voir tous mes questionnaires, submissions, polygamy, ainsi de suite. Et si je veux ajouter un nouveau formulaire, c'est comme auparavant. Il faut cliquer sur Add New Form. Donc, je vais le faire. Et ensuite, Form Definition, choisir un fichier. Donc, XML, c'est vraiment important qu'il soit XML. Et là, je pourrais pas mettre celui-ci, par exemple, c'est un XLS form. Si j'essaye, ça va pas marcher. Donc, je suis obligée vraiment de choisir un XML. Et là, je peux cliquer sur Upload Form. Upload Form. C'est un transfert. Je crois qu'il n'a pas une XLS form. Je veux un XML. Voilà. Il va vous le dire, c'est tout bon, c'est fait. Et puis, en attente, il est en train de charger actuellement. Mais il va vous le dire ici. Et ensuite, vous allez le voir dans la liste des questionnaires qui seront uploadés. Voilà. Ensuite, donc je vais avoir tous mes formulaires ici dans une liste que j'ai uploadé. Et une fois qu'il est uploadé, eh bien, il sera accessible. Pas besoin de le déployer comme pour Kobo Toolbox. Il sera visible sur vos téléphones directement. Donc là, il s'agira de connecter votre ODK Collect à Raspberry Pi. Alors, le ODK Collect, c'est important aussi de le connecter au même Wi-Fi, donc TP-Link 4G52, qui est en fait le routeur. Comme ça, ils sont donc autant le Raspberry Pi que l'ordinateur que le téléphone seront connectés au routeur qui est lui-même connecté au Raspberry Pi. Donc, il faudra établir cette connexion-là dans le Wi-Fi. Et une fois que ceci est fait, il faudra aller dans vos données du serveur, dans l'URL, et entrer cette même adresse, donc http://192.168.0.100, que vous avez entré dans le serveur lui-même pour accéder au serveur. Donc l'URL à entrer sur DK Collect est exactement le même que celui à entrer sur votre PC. Est-ce que tout va bien? Ok, alors revenons. Une autre chose que je voulais vous montrer, c'est ces options ici. Donc, dès que vous téléchargez votre nouveau questionnaire, vous allez avoir ces deux choses qui sont cochées. Ça, c'est downloadable, c'est est-ce que vous donnez accès ou pas aux différents téléphones.
ODK Aggregate et est-ce que vous acceptez des soumissions. Donc ça, vous pouvez aussi le faire sans problème dès que vous décochez ceci et dans ce cas-là, vous pouvez plus envoyer de données. Et si vous décochez ceci, dans ce cas-là, même les questionnaires utilisés par défaut, ils sont cochés. Ok. Ensuite, une fois que vous commencez à recevoir des données, comment ça se passe? Eh bien, c'est comme auparavant sur ODK Aggregate. Il faudra aller dans Submissions, Filter Submissions, et vous allez avoir toutes les données qui s'affichent dans une liste ici. Donc, soit vous pouvez toutes les voir dans une liste, comme ça vous pouvez monitorer ce qui se passe, qu'est-ce qui a été collecté ou pas. Vous pouvez aussi visualiser individuellement les données en cliquant sur View. Donc là, si je clique sur celle-ci, je vais la voir, celle-ci aussi, ainsi de suite. Et je peux aussi cliquer sur Visualize afin de visualiser toutes les données, dont soit des pie charts, des paragraphes ou sur une carte, par exemple, si j'ai des coordonnées GPS. Donc ceci est comme avant. Et ensuite, afin de télécharger une base de données, donc par exemple pour le Sense Mapper, comme avant dans le cas de Cobalt Toolbox, eh bien il faudra être sur la même page, donc Submissions, Suite of Submissions, et au lieu de cliquer sur Visualize ou cliquer ici dans les données, il faudra tout simplement cliquer sur Export et ensuite spécifier que vous voulez un CSV, un format CSV, et cliquer sur Export, vous allez avoir votre base de données en CSV avec le même format, donc XML, le langage XML. Ok, permettez-moi de vous montrer ceci. Donc là, je suis encore dans Form Management, c'est là où je vais mon questionnaire, et ainsi de suite. Là, je vais aller dans Submissions, et là, j'ai envoyé deux données un peu test pour pouvoir visualiser comment ça se passe pour ce questionnaire-là. Si, par exemple, j'ai envie de visualiser ces données, je clique sur View, et c'était pas celui-là, voilà. Oups. Intéressant. Je crois qu'il y a un petit souci. Voilà. Mais en principe, je peux visualiser la donnée, la s'ouvrir comme ça, et je peux la voir. Voilà, donc là, j'ai mes mesures. Voilà, et ainsi de suite. Je peux aussi les visualiser par exemple, en pie chart qu'est-ce que je vais utiliser comme donnée, par household, private. Voilà, ça c'est le household 1 et ça c'est le household 2. Donc, rappelez-vous, il y a que les données que je vais envoyer pour cette formation. Donc, c'est pas très expressif, mais si vous avez des données beaucoup plus variées et dans le nombre, ce sera différent. Mais voilà, vous pouvez les visualiser dans pie chart, bar graph, ou alors sur une carte. Et voilà, j'ai pas de coordonnées GPS. Et je peux aussi exporter en format CSV pour mon SenseMapper. Donc, cliquez tout simplement ici sur Export, en m'assurant que j'ai bien choisi CSV. Là, je mets ça tel quel. Je clique sur Export. Et là, c'est en train de... Alors, ceci, c'est notre qu'on avait testé. Et là, c'est les files, machine in progress. Donc, ils sont en train de générer. Et voilà, elle est disponible. Et là, je peux l'accéder tout simplement ici. Est-ce que vous avez des questions? Ok. Alors, il y a une dernière chose que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est comment, alors je vous ai déjà mentionné ce lien, le getODK.xlsfarm. C'est celui que nous utilisons aussi pour détecter les erreurs que vous avez dans votre XLSForm, si vous en avez. Et c'est aussi celui que vous utilisez pour transformer votre XLSForm en format XML. Donc, afin de faire ceci, il faudra tout simplement cliquer dessus. Et ensuite, il faudra uploader votre XLSForm, cliquer sur Submit,
Et s'il ne trouve pas des erreurs ou autre chose, il va vous le transformer en XML. Et là, vous pouvez tout simplement le télécharger, puis ensuite le mettre sur Raspberry Pi ou avec Aggregate et l'utiliser pour votre collecte de données. Alors, faisons un petit test avec un formulaire qui fonctionne bien et un autre qui ne fonctionne pas bien. Comme ça, nous voyons comment il se comporte. Alors, choisir un fichier. Donc, je suis là, ecatodk.org, XLS form X. Alors, je vais choisir mon XLS form, c'est celui-ci. Celui-ci, il n'a pas d'erreur, donc dès que je clique sur Submit, il va le traiter et le transformer en XML que je pourrais accéder ici. Donc là, je vois bien, c'est un format XML et je peux le télécharger et partager ici. Si par exemple, je lui mets celui qui contient mon erreur, donc celui que je vous ai montré avant où il manquait une parenthèse dans une des contraintes, et je clique sur Submit, et bien là, ça lui pose problème. Et de un, il ne peut pas le transformer en XML, car il y a une erreur dedans. Et là, il va essayer de m'expliquer qu'est-ce qui ne va pas. Et donc, il me dit, contains invalid constraint expression. Donc, dans cette expression-là, il y a un problème. Et ensuite, il me dit, c'est un problème de unbalanced bracket or parentheses. Donc, il manque une parenthèse quelque part. Il y a une parenthèse qui n'a pas été ouverte et fermée plus tard, ou qui a été ouverte et pas fermée plus tard. Il y a quelque chose qui va pas. Et tant que je ne corrige pas ce problème-là, il ne va pas me générer mon XML. Donc ça peut être pas mal pour détecter aussi les erreurs. Et voici. Donc moi, je vous ai montré tout ce que je comptais vous montrer aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez toujours pas de questions? Vous êtes très silencieux. Tout est clair. Est-ce que vous souhaitez peut-être passer au travers du processus Raspberry Pi encore une fois, au Cobalt Toolbox? Est-ce que vous avez des questions? Alors oui, je vois qu'il nous reste 10 minutes, Claudia. Alors peut-être Oui. qu'effectivement, vous pouvez nous dire dans le chat si vous souhaitez revoir quelque chose au niveau de Kobo Toolbox ou comment, encore une fois, utiliser le Raspberry Pi. Ou voilà, dites-nous si vous souhaitez qu'on insiste sur un des outils en particulier pendant les 10 minutes qui nous restent. Alors, j'ai quelqu'un qui propose avec des exercices. Ah oui, d'accord. Il y a quelqu'un qui propose d'avoir des exercices pour la semaine afin de pouvoir s'exercer. Je ne sais pas ce que vous en pensez au siège. Après, je pense que ça dépend surtout de vous et de votre disponibilité pour pouvoir gérer ces exercices parce qu'on avait parlé de ça avec Sandra et voilà, après c'est quelque chose qui prend du temps quand même à vérifier principalement. Donc je ne sais pas, est-ce qu'on peut se permettre de faire un petit exercice pour la semaine prochaine ou pas, je ne sais pas. D'accord. Ok. Alors, je vais vérifier de mon côté. En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que pour pouvoir faire l'exercice sur Raspberry Pi, il faudra avoir les routeurs et les Raspberry Pi, qui est chose que physiquement, il faut les avoir avec vous, vu que c'est une connexion locale, hors ligne. Cet exercice-là, il ne pourra pas être fait de A à Z. Peut-être qu'on peut travailler autour. Par contre, Kobo Toolbox, comme il est entièrement en ligne, ça pourrait être une possibilité. Oui, peut-être simplement un exercice avec Kobo Toolbox, télécharger son questionnaire et puis un des questionnaires. Oui, par exemple. Et puis, je sais pas, hein, quelque chose de pas trop compliqué à votre niveau après pour vérifier si tout est correct. C'est surtout ça, je crois. Hein. Oui.
Alors, nous allons regarder la possibilité si nous pouvons vous envoyer des choses prochainement. Dans tous les cas, vous allez avoir la présentation, vous allez avoir accès à tous les liens, toutes les documentations aussi. Donc, n'oubliez pas que vous avez des documentations qui sont disponibles aussi. Euh, c'est toujours bien de, de les, de les explorer. Par exemple, le tutoriel 2, ou alors le tutoriel, ça, c'est, euh, voilà. Sur l'utilisation de Raspberry Pi. Mais oui, bien sûr, nous allons voir ce que nous pouvons faire dans ce sens. Sorry, I just maybe it's too difficult for me to explain in French, but yeah, we can have some small exercise. I think in previous MDC MDC webinar, we have some type of the exercise before, but it's more like revised Excel questionnaire. But what we can do is to have like a sample of the Excel questionnaire and practice of how to upload that onto Kobo. Yeah, but for aggregate and Raspberry Pi, it could be quite challenging. They don't have the equipment to do that, no? Yes. For the Raspberry Pi, you definitely need equipment. If you don't have it, it's not possible. So yes, definitely Kobo Toolbox. With the global form, that would be possible, and deploy it and then have it access from the phone and send the data and then download the test data. Donc, ce que nous disions, c'est qu'effectivement, pour le Raspberry Pi, quand vous avez besoin du matériel, ce n'est pas possible de créer le réseau local sans le matériel. Donc ça, c'est très difficile à mettre en place. Cependant, avec Kobo Toolbox, c'est tout à fait une possibilité. Vous pourriez, par exemple, avoir alors, il vous faudra un compte. Alors, soit si vous avez un compte déjà existant, on peut l'utiliser sans problème, ou alors il faudra peut-être vous créer un compte. Ensuite, télécharger un questionnaire global, par exemple, un questionnaire d'enfant ou de femme. Si vous voulez vous amuser aussi par exemple, à l'adapter, à essayer d'adapter une ou deux questions et voir justement si c'est une erreur quelque part pour voir si le détecte Kobo, ça aussi peut le faire. Et donc le but est vraiment de faire l'exercice de le mettre sur le serveur Kobo Toolbox, le déployer, ensuite pour le télécharger depuis les smartphones, collecter peut-être une donnée test, l'envoyer vers le serveur et ensuite voir comment la donnée est affichée, ainsi de suite. Donc, oui, ça c'est tout à fait une possibilité. Cependant, avec le Raspberry Pi, c'est difficile. Et peut-être même du coup partager avec le compte que tu as créé pour le webinaire les fichiers des participants. Comme ça vous permet peut-être de voir si c'est bien fait et d'utiliser l'option pour le partage des... Tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Et dans ce cas-là, il faudra vous créer vos comptes individuels aussi. Il faudra que vous ayez un compte à disposition sur le Kobo Toolbox de l'UNHCR. Ok, donc on réfléchit un peu, puis on revient vers tout le monde avec une proposition. Ok. Tu as fini, toi, Claudia, de ton côté pour aujourd'hui? Oui, sauf si vous avez des questions. Oui. Ben, a priori, non. Les gens attendent d'avoir la présentation. D'accord. Pour regarder ce qu'ils mettent et puis éventuellement avoir des exercices. Donc ça, on peut revenir vers eux et puis peut-être arrêter le webinaire maintenant. D'accord. Très bien. Alors, merci beaucoup pour votre participation aujourd'hui. Et nous allons revenir bientôt avec la présentation des exercices. Ben, merci Claudia, merci Fanny, merci à tous. Et puis, je vous rappelle qu'on se retrouve mardi prochain pour la dernière et plein de questions que
pouvez préparer, nous envoyer en vent. Et on pourra en tout cas beaucoup discuter. On attend cette dernière session depuis la première parce qu'il y a encore plein de questions à répondre. Merci bien, bonne semaine et on revient vers vous avec la présentation et des exercices. Merci à tous. Je vais mettre en ligne le vidéo dès que possible après le webinaire. Merci à tous. Merci Claudia. Merci beaucoup. Bonne À journée. la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Merci Claudia. Merci, Au ciao, revoir tout le ciao. monde. Merci.